Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue au CUM. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui si nombreux et tout autant ravis de recevoir Vladimir Fedorovski, qui est un ami du CUM, un ami de Nice et que nous avons toujours grand plaisir à accueillir ici. Donc comme on est un petit peu en retard parce que la salle est complète, ce qui est une grande joie aussi, je ne vais pas parler très longtemps, je vais tout de suite lui laisser la parole puisqu'il va nous éclairer sur une actualité brûlante et dramatique. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je souhaite la bienvenue à Vladimir Fedorovski, je vous souhaite une très bonne conférence. Mesdames et messieurs, chère Karine, chers amis, je suis fier d'être avec vous, tant d'années que je viens. Vous savez, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé à venir ici, avant que votre maire était élu, s'il vous plaît. Et j'étais le premier à soutenir le salon du livre de mes amis quand ils ont lancé. J'aurais voulu venir ici dans d'autres circonstances, et pour être franc, les deux livres que vous avez ici, que je vais dédicacer après, c'est les livres qui devaient sortir un tout petit peu plus tard. C'est des livres qui ont été écrits pendant des années, et après, je vais vous dire la réalité, que je devais sortir un livre sur un des plus grands Français que personne ne connaît, qui a autrefois été à l'origine du XVIIIe siècle russe. Extraordinaire personnage, qui était l'ami de Pierre le Grand. Il a inventé Catherine II, il a fait un coup d'État avec la fille, 2 coups d'État, s'il vous plaît. Il était amant de 2 tsarines. Vous imaginez? Extraordinaire. Ça s'appelait D'Artagnan de Saint-Pétersbourg et j'étais tranquille. J'ai eu mes livres comme ça. Et à 4 heures du matin, vous connaissez que j'étais réveillé par mon père de Dola. Et c'était le 24 février. Il m'a demandé de sortir ce livre. À 4h05, j'ai fait un SMS à mon éditeur. À 4h06, il a répondu. Et vous imaginez, c'est un énorme best-seller dans le monde entier. Ça s'appelle, c'est le livre dont je vais parler, c'est Poutine, Ukraine, les faces cachées. Et après, pour entrer aussi dans la confidence, j'ai dû, comme on devait sortir assez vite, c'était un énorme tome de 600 pages. Et on a coupé ça en 2. Et ça se lit, les 2 livres qui sont présents, ça se lit en 2. Ça s'appelle Roman d'une révolution. Et le principe de ces livres, et c'est un peu le principe de cette conférence, même pour moi, c'est difficile je ne vous cache pas, de structurer ça aujourd'hui. Parce que, d'une part, je dois garder mon accent et vous faire plaisir. D'autre part, je ne vous cache pas que la situation, je vis cette situation d'aujourd'hui comme une énorme tragédie. Parce que mon père était ukrainien, un très grand Ukrainien, héros de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre, je déteste le plus. Dans ma famille, il y a 6 Ukrainiens qui ont été péris à Stalingrad en défendant dans la lutte contre les nazis et 5 Russes. Ma mère était russe. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, c'est plutôt professionnel. Pendant la première partie de ma vie, vous vous souvenez, j'ai parlé ces derniers jours beaucoup à la télévision, j'ai fait même un Paris Match, peut-être vous avez mis 10 pages sur Gorbatchev. J'étais lié avec Gorbatchev à la sortie du communisme. Et toute ma vie comme diplomate, j'étais diplomate pendant de longues années au Kremlin, j'ai travaillé pour une désescalade. J'ai participé physiquement à la disparition du mur de Berlin.
disons, j'étais pas le plus grand fossoyeur, mais modestement, j'ai contribué à la disparition de la guerre froide. Et j'ai eu un sentiment d'un échec dans ma carrière diplomatique parce que aujourd'hui, ce qu'on vit, détrompez-vous, c'est pire que la guerre froide. Je vais expliquer pourquoi après. Ça, c'est deuxième point. Et troisième point, vous me connaissez, c'est le roman d'une révolution, c'est 50e livre que je sors. J'étais toujours une sorte de trait d'union. Je suis niçois d'adoption, vous le savez bien, mais je suis un trait d'union par mes livres, trait d'union entre les Slaves, disons, et la France et l'Europe. Et évidemment, aujourd'hui, on vit une autre période. Vous savez, quand j'ai commencé à dédicacer les livres, j'étais submergé par les questions. Je ne vous cache pas que j'ai choisi une partie de ces questions et je vais essayer de répondre. Autrement, on ne peut pas se débrouiller. Je dois vous donner quand même une panoplie et sous votre contrôle, une panoplie des événements. Et j'ai choisi la structure suivante. Pour répondre à vos questions, à vos préoccupations, parce que vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a un complot contre Poutine? Est-ce que Poutine va mourir? Est-ce qu'il est malade? Vous comprenez toutes les questions qu'on vous submerge, etc. Je vais essayer de dire ça. Pour répondre à ça, je vous propose la structure suivante sous votre aval. Tout d'abord, je voudrais vous dire la situation d'aujourd'hui, la situation de tous les dangers. Deuxième point, je vais vous faire un monde de tous les dangers, un nouveau monde qui nous rattrape. Et après, je vais vous servir, je vais choisir un guide. Je ne peux pas faire tout. Un guide, le seul, pour vous expliquer comment c'est arrivé. Et ce guide, ce sera Poutine. Voilà la structure que vous répondez. Et dans la foulée, je vais essayer de répondre aux questions que vous avez commencé à poser. Et sinon, on peut continuer après. Avant de disparaître, vraiment quelques heures avant de disparaître, mon ami Gorbatchev, il a adressé une sorte d'appel angoissé aux dirigeants du monde. Ce n'était pas beaucoup repris, mais comme je partage cette conviction, je tiens à vous le répertorier. Il a dit que nous vivons aussi aujourd'hui un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. On est non seulement sur le plan des erreurs d'approximation, au mélange de la propagande, de la politique réelle, tout ce qu'on vous raconte, etc., ici ou ailleurs, mais parce qu'on n'était jamais si près de l'apocalypse nucléaire. Quoi qu'il arrive, quels sont des scénarios d'aujourd'hui? Il y a un scénario, je l'appelle le scénario LCI. C'est un scénario que LCI nous dit que Poutine va mourir, qu'il y a un complot contre Poutine qui va triompher dans les jours qui viennent, que l'économie russe, ils ont promis encore en février qu'il sera, ils ont repris la célèbre phrase d'un ministre français, qu'il sera à genoux, etc. Toutes ces choses-là, ils ont été dites. Et comme cette analyse, je tiens à vous dire dès maintenant encore une chose que j'ai oubliée. Vous comprenez, comme je suis bouleversé par cette tragédie, je suis obligé en quelque sorte d'étouffer mon sentiment personnel. Et tout ce que je vais vous raconter, c'est les faits. Parce que je pense que ce qui manque, c'est les faits. Et je pense que c'est nécessaire de juger ça d'une manière très pointue et pas approximative si on prend
cette phrase de Gorbatchev, pas à la légère, mais au sérieux, parce que si on vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité, nous devons être très pointus. Bref, le premier scénario LCI, que l'Ukraine est en train de gagner la guerre et que la Russie va s'écrouler, il y aura un complot pour Poutine, etc. Je parle comme avec mes origines ukrainiennes, je parle et je pose la question, qu'est-ce que ça signifie pour vous gagner la guerre? Ils m'expliquent, parfois ils le disent, souvent ils le disent publiquement, ils disent que tout d'abord ils veulent récupérer la Crimée, Donbass, la région, vous savez, russophone près de cela, là-bas en Ukraine, et puis pendre Poutine, ils disent, et puis ils reprennent souvent une phrase que tu dis d'ailleurs à ma présence, puisque j'étais dans cette émission, surtout c'était formulé par l'ancien président polonais, mais beaucoup d'Ukrainiens y pensent, qu'il faut scinder la Russie en 5, il y a une discussion en 7, et puis diminuer la population de la Russie en, lui, il dit de 100 millions. Valensa, il s'appelait, le président polonais. Vous comprenez, avec mon expérience, cette perspective, pour l'instant, ça ne correspond pas à l'évolution, disons, militaire sur le terrain. Il y a maintenant, l'évolution est tout à fait différente et je vais vous raconter ça dans la bouche d'une très grande dame que j'aime beaucoup, qui dirige tous les services secrets américains. C'est une dame assez étonnante. Retenez son nom, elle s'appelle Ervil Haynes. Elle dirige les CIA, tous les services américains. Et ce qui m'a étonné dans son analyse, que vous savez, les fonctions, moi je n'ai pas de fonction maintenant. Quand j'étais avec Gorbatchev, j'ai eu de fonction. Je peux vous dire ce que je veux. Mais quand les gens ont des fonctions, ils sont obligés de faire attention. La réserve, disons, des fonctions, ça existe. Et c'est une dame, elle est étonnante parce qu'elle reste dans les clous, dans le cadre de la politique américaine qu'elle défend, mais en même temps, elle ne ment jamais. Et ça, c'est une chose, par le temps qui court, quand il y a le triomphe de la guerre d'information, c'est une performance extraordinaire. Deuxième scénario, c'est un scénario qu'elle donne. Elle dit qu'en réalité, c'est que Poutine, et ça je partage son avis, d'ailleurs qu'au début de la guerre, quand j'ai eu le meilleur attaché de presse que j'ai jamais eu pour lancer mon livre, c'était Poutine. Et quand il a lancé cette guerre, il a commis évidemment une erreur d'analyse majeure. Je n'ai pas le temps de vous raconter comment, de quelles raisons il était piégé par ses propres services, par les services américains. C'est toute une histoire. On a parlé tout à l'heure, si on fait l'année prochaine, je vais vous faire l'espionnage et la crise. Je vais vous raconter ça en détail. Mais bref, il a commis une erreur d'analyse tout à fait majeure. Il pensait reproduire son histoire de la Crimée en grande échelle. qu'il pensait de prendre la Kiev en quelques jours. Il y avait la résistance formidable des Ukrainiens d'une part, d'autre part, il y avait le soutien occidental, l'arrivée des massifs des armes. Là-bas, bref, la première partie, le premier mois, c'était un échec évident pour Poutine. Deuxième mois, qui a commencé à partir du 24 mars, il a dit « j'oublie ça ». Là, je vais vous raconter sa mentalité. Il a agi comme un homme de renseignement. Il a tiré des leçons de ses propres échecs. Il a concentré ses forces sur cette région russophone de l'Ukraine, Donbass, pour reprendre Donbass. Et maintenant, il a repris à peu près 20%
le territoire de l'Ukraine. Cette dame, Ervil Heinz, elle pense qu'il va continuer et dans quelques semaines, sinon quelques mois d'après moi plutôt, il va réussir complètement dominer dans la région de Donbass. Et c'est aussi un scénario assez dangereux pour moi. Pourquoi? Parce que vous comprenez, toutes ces opérations, soyons très clairs, ils ont été menés, ils ne pouvaient pas être menés autrement, grâce au soutien direct de l'OTAN d'une part et guidés de l'espace, c'est une grande réussite américaine, de l'espace par les Américains. Et il y a ça laissé des séquelles. Il y avait au moins 12 généraux russes tués, etc. Et si ce scénario de cette dame, qui est une grande patronne des services secrets américains, est réaliste, dans ce cas-là, les Russes ils vont aller au-delà. Ils vont aller vers la mer Noire, vers le port d'Odessa. Et ça, je vous répercute pourquoi je vous alerte de dangerosité, pourquoi je pense que Gorbatchev a eu absolument raison dans cela, parce que dans ce cas-là, c'est aussi un scénario qui nous ramène à la guerre mondiale. Parce que dans ce cas-là, les Américains me disent nous ne pouvons pas accepter la domination russe dans la mer Noire et nous allons réagir, nous allons trouver, je les cite, un prétexte pour intervenir. J'ai oublié de vous dire que le scénario, le premier le scénario ukrainien de la victoire totale ukrainienne, le scénario LCI, elle bute sur une chose évidente. Parce que, vous comprenez, mon expérience du Kremlin dit que, et d'ailleurs, Poutine il le dit publiquement, il dit que le monde sans la Russie ne m'intéresse pas. Et il y a au moins 5 domaines dans le domaine des armes stratégiques où les Russes ils ont au moins 5 ou 4 années d'avance sur les États-Unis, et surtout dans les armes tactiques sur le théâtre européen, la proportion c'est 1 à 8 en faveur des Russes. Et quand je réfléchis, je vous dis, j'étais au Kremlin depuis longtemps, j'ai travaillé avec Gorbatchev, quand vous avez un choix d'être pendu, comme on promet pour Poutine et pour son entourage, et appuyer sur la bombe, sur les armes tactiques nucléaires, avec le résultat où vous avez quand même 8 fois supérieur sur le théâtre européen, je me demande, et je pense à titre personnel, qu'ils vont utiliser cette arme. Il y a une chose sur laquelle aussi je suis d'accord avec Gorbatchev. Vous comprenez, il y a une sorte de banalisation dans la réalité de l'utilisation des armes nucléaires. Tout le monde en parle. Et ça en parlait depuis février. Je n'ai pas le temps de vous répertorier les déclarations des uns et des autres, mais c'est absolument ahurissant. Encore il y a quelques jours, quand Poutine il a pris cette décision de la mobilisation partielle, il a dit de toute manière, s'il faut, nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition. Il a parlé évidemment des armes nucléaires. Après, les Américains, hier, avant-hier, les Russes, ils ont dit non, 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 on ne va pas utiliser, mais quand même, c'est dans toutes les têtes. Dans toutes les têtes. Jamais, quand j'étais, vous savez, spécialiste autrefois, on a créé un système de contrôle des armes. Vous savez que j'ai travaillé avec Biden à l'époque, qui était, pas Biden d'aujourd'hui, parce que Biden, à mon époque, c'était un sénateur très vigoureux, spécialiste des armes nucléaires. Maintenant, il est devenu un autre Biden, mais quand même, les choses existaient. Il y a une chose qui va dans le sens de ce scénario. Il y a 2 éléments sur lesquels je tiens que vous réfléchissiez. Tout d'abord, ce système qu'on a créé pendant la période post-communiste, c'était un système très performant des accords. Il y avait 20 accords que j'ai participé dans ça, 20 accords on a conclu.
Je ne vais vous pas submerger sur les titres de ça, mais il y avait des fusibles. Aujourd'hui, aucun accord n'existe pas. Simplement hier, pour atténuer l'angoisse qui était dans le monde entier suite à cette perspective de la disparition de notre planète, à la fois les Américains et les Russes, ils ont dit non, peut-être on va discuter la prolongation des accords dans le domaine stratégique qu'on a créé autrefois et qui devait se terminer dans une année et demie à peu près. Bref, tout ça, c'est les choses à prendre en compte. Ça, c'est un constat. Troisième scénario, c'est un scénario d'enlisement. Et ça, vous nous donnez... Le scénario d'enlisement, c'est aussi assez dangereux parce que c'est lié avec deuxième, disons, partie sur laquelle je voudrais appuyer, que cette guerre a créé le monde de tous les dangers, des dangers sans précédent dans l'histoire mondiale. C'est pourquoi c'est plus grave que la guerre froide, puisque pendant la guerre froide, je vous ai dit, il y avait les accords très pointus, il y avait les lignes droites, il y avait des contacts, s'il vous plaît, tout le temps les contacts. Aujourd'hui, pas d'accord, pas de contact, et il y a un point sur lequel je tiens à insister, puisque j'ai mentionné LCI. Vous comprenez, à la fois les médias, mais ce n'est pas grave, les médias, c'est l'écume du jour. Et de toute manière, vous savez bien qu'en France, mais même dans le monde, et en Russie, ailleurs, ils sont discrédités. Mais le problème là-dedans, c'est que même les décideurs, à force des choses, vous savez, on assiste à une sorte c'est une époque très bizarre quand il y a le mélange entre la désinformation, la propagande et la politique réelle. À mon époque, il y a un grand ambassadeur ici présent, il le sait bien, la propagande existait, les gens mentaient, mais ils n'y croyaient pas. Quand on travaillait sérieusement. Vous savez, aujourd'hui, il y a un mélange de genres terrible. L'approximation, vous ne pouvez pas imaginer quelle approximation. Je vous ai parlé d'approximation de Poutine dans la première phase de la guerre, mais je peux vous dire, le lendemain, quand j'ai sorti mon livre à 4 heures du matin, à 9 heures, j'ai une conversation avec un très très grand Américain qui est très proche de l'administration. Je ne vais pas vous donner un grand sénateur, mais très proche de l'information, membre de tout, président même d'une commission là-bas. Il m'a dit, Vladimir, l'affaire est pliée. Il n'y a aucun problème. Nous allons faire maintenant les sanctions drastiques. Nous allons, y compris dans le pétrole. Une semaine après, la Russie, l'économie russe s'effondre, le système financier russe... C'est le scénario que j'appelle, il y a ce ministre qui a parlé, mettre la Russie sur les genoux. La guerre économique. Nous commençons la guerre économique et nous allons mettre la Russie, malheureusement pas sur les genoux, mais à genoux. À genoux. Vous comprenez? Je dis, j'étais perturbé. J'ai dit, attendez, mais d'où vous tenez tout ça? Pourquoi? Je lui ai dit, faites attention. Les Russes, ils ont une très très grande capacité de résilience. Ils peuvent vivre avec si peu de choses. Les Russes, il y avait même, j'ai raconté ça à Karine, qu'il y avait un grand ambassadeur américain qui était présent dans cette conversation, américain d'autrefois. Et j'ai dit à ces gens, à mon interlocuteur, il faut qu'il relise Tolstoï. Et mon ambassadeur, il a dit non, il faut qu'il lise Tolstoï. Vous comprenez? Parce que, vous comprenez, le problème là-dedans, c'est qu'il y avait approximation. Vous savez, ça m'amuse. Vous savez, je suis leur copain, je passe, ils me donnent, vous savez, 1 heure parfois ou 2. Même avec Védrine, on a fait presque 1 heure. 2 heures avec Védrine, LCI. Mais je le taquine un tout petit peu parce que l'approximation est telle que... Mais la presse, ça ne me gêne pas.
La propagande, ça ne me gêne pas. OK, on fait l'approximation. Ce qui gêne, quand on prend les décisions, les décideurs, suite à ça. Et vous savez, c'est un sénateur qui n'a pas visiblement lu Tolstoï, il a dit, Vladimir, tu sais que j'ai payé les Russes. Ils me racontent ça. J'ai dit, mon cher, si vous payez les Russes, ils vont vous raconter ce que vous désirez. Calmez-vous, ça ne se passe pas comme ça. Et vous savez, depuis, pourquoi ce livre a marché? Parce que je dis une grande partie des vérités. Pour une simple raison, ça ne marchait pas. Le rouble n'était jamais si fort. Le truc était banal. Je lui ai dit, les Russes, ils ont vécu sous Eltsine 10 fois moins bien que sous Poutine. Alors, ils vont vivre peut-être, j'ai pensé qu'ils vont perdre, pas pour l'instant, ça ne se passe pas comme ça, mais peut-être 20% de pouvoir d'achat, mais de toute manière, ils vont vivre 6 fois ou 7 fois mieux que sous Eltsine. Maintenant, ça c'est une chose, approximation de l'analyse. Je vous dis, ce qui me ferait, pourquoi je suis parfois, s'il n'y avait pas de votre soutien, parce que je ne vous cache pas, je viens soulagé ici. Je parle avec vous, je vois vos yeux, je vois vous êtes venus parce que vous êtes les gens pointus et pleins de bon sens. Pour moi, c'est la France que j'aime. Vous comprenez? Mais quand il y a cette approximation, enfin, j'ai failli dire parisianiste, antithèse de la France éternelle et de Nice éternelle, tout ça, c'est une chose qui me blesse profondément. Je suis inquiet, parce que si on vit le moment le plus dangereux de l'humanité, il faut être très pointu dans l'analyse. Vous comprenez? Mélange de la propagande, de la politique réelle, ça ne devait pas exister, et il faut être très pointu. À mon sens, il y avait aussi des erreurs qui ont été... Vous savez, pour être franc, j'ai parlé avec, je ne vais pas le nommer, mais quand même un des plus hauts responsables, disons, de la politique européenne, sinon française. C'est toujours, ça remonte au mois de février, il m'a demandé, j'ai dit, faites ce que vous voulez, moi je suis ukrainien, il faut soutenir, etc., il faut les armes, il faut gueuler, il faut faire ce que la seule chose, ne faites pas, ne touchez pas au gaz au pétrole. Il m'a dit, pourquoi? Mais parce que vous allez faire le bonheur des Russes, vous allez enrichir les Russes, les gaz et le pétrole, ils seront augmentés. Et d'autre part, vous allez tuer la prospérité européenne, parce que la prospérité européenne était basée sur le gaz et le pétrole bon marché, surtout pour l'Allemagne. Et vous tuez l'industrie allemande, il y aura répercussions, il n'y a plus de couple allemand, encore, et toutes ces choses-là, etc. Je dis ça au mois de février, vous lisez, vous comprenez, ça c'est dit dans mon livre. J'ai dit, faites attention. Vous savez, évidemment, Poutine, il a commis, à mon sens, une erreur puisqu'il a renforcé l'OTAN, mais ce que vous faites, et ça c'est confirmé, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de la bêtise dans la politique. Il y a des choses inexplicables. Par exemple, l'attitude américaine qui a bouleversé Kissinger envers Taïwan et la Chine, on ne peut pas l'expliquer rationnellement. Vous comprenez? Dans cette affaire, il fallait faire éloigner la Chine et la Russie. On a fait tout pour jeter la Russie dans les bras de la Chine et la Chine dans les bras... On dit, ah non, 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 ça se passe, les Chinois, ils ont leur propre... Vous savez, encore une fois, dans cette affaire, le danger qu'on prenne ses désirs pour ses propres la réalité. Vous comprenez? Les choses sont comme ça. Approximation de l'analyse. Vous comprenez? Si le président chinois, il ne prend pas Zelensky, il parle tous les jours, toutes les semaines avec Poutine. Vous analysez les déclarations publiques chinoises. Si vous voulez la face cachée, venez me voir. Moi, je peux vous raconter quels sont les échanges dans le domaine, rien que les choses visibles. Il y a les manœuvres, il y a le soutien des Russes de la position chinoise envers Taïwan, mais il y a les choses très précises, puisqu'il y a tout était préparé.
les Russes sont évidemment préparés à l'orientation du gaz et le pétrole sur la Chine et l'Inde. L'Inde ne prenait pas du tout du gaz aujourd'hui. L'Inde exporte massivement le gaz russe, mais très cher, mais ils achètent énormément de gaz russe. Et le pétrole russe, etc. C'est les choses sont évidentes. Le monde de tous les dangers, les clivages. Toute ma vie, j'ai lutté pour essayer d'en finir avec la logique de bloc. Essayer de créer le monde, vous comprenez, moi j'étais toujours admiratif de la grande tradition française disons, de la diplomatie, je l'appelle la tradition gallo-mitterrandienne, pour être franc, et puis mon ami Chirac, n'en parlons pas, qui me disait souvent que le pilier de l'Europe de demain, ça doit être l'Allemagne, la Russie et la France, évidemment. Toutes ces choses-là, mais ça s'est mis de côté, cette chose-là. Bref, il y a une sorte, je vous dis, de création d'un bloc très cohérent. Poutine, il a fait ressusciter par cette affaire l'OTAN, mais de l'autre côté, il y a une création d'un véritable pôle alternatif, utilisons le terme, parce que bloc ou formel ou pas formel, mais si vous analysez leur déclaration, c'est absolument évident qu'il se passe là. À cela rajouter l'Iran, à cela rajouter les pays africains, s'il vous plaît, parce que vous savez, parmi les choses, quand on analysait les répercussions de la guerre économique, par exemple, très longtemps, on a sous-estimé le rôle des Africains. Pourquoi les Africains, aujourd'hui, ils sont très réticents vers les sanctions, ils revoient Poutine régulièrement, etc. Pourquoi? Parce que les Africains, ils agissent à partir de leur propre intérêt, et le problème de l'Afrique qui peut se répercuter sur nous d'un jour à l'autre, c'est le problème de la famine en Afrique provoquée par la guerre économique. Vous comprenez? Et la famine en Afrique, automatiquement, c'est les réfugiés, c'est les problèmes d'immigration. Il faut réfléchir sur l'expérience de résultats, banalement, de la diplomatie BHL en Libye. Il nous a promis la démocratie en Libye. Vous savez, il n'y a pas de Libye aujourd'hui. Et en plus, il y a des réfugiés massifs et tous les problèmes, même l'Italie vient, même le problème italien est lié avec l'erreur capitale de ce que j'appelle la diplomatie BHL. Ça, c'est, disons, le monde qui est bien là, qui est un monde dangereux. Vous comprenez, face à cela, il y a quatrième solution, mais ce n'est pas demain la veille. Mais quand même, je suis obligé, comme je suis partisan, je suis absolument persuadé, comme avec mes origines ukrainiennes, que l'intérêt du peuple ukrainien, c'est de se concentrer sur la reconstruction le plus rapidement possible. Le lendemain de ce qui s'est passé, j'ai lancé l'idée du plan Marshall pour l'Ukraine en reconstruction. Il ne faut pas que ce soit seulement les Américains, les Anglais qui sont très actifs sur ce plan-là, mais aussi l'Europe, la France, qui jouent un rôle. Et sur ce plan-là, la solution, c'est le mot qui a été utilisé au début, surtout par le président Macron. C'est le mot désescalade. Il y a un discours du président français qui est pour l'instant mis en sourdine, mais je pense qu'il faudra revenir à ça. C'est un discours du début du mois de mai à Strasbourg. Quand il a proposé une sorte de feuille de route de la sortie de ça, avec le mot désescalade, il disait pas d'humiliation, pas d'exclusion, et essayer de trouver ça. Mon regret, tout simplement, que dans ces jours, aujourd'hui en tout cas, la situation telle qu'elle est, c'est que, pour différentes raisons, la France s'était mise un peu en sourdine, surtout après cet épisode, quand vous vous souvenez, quand le président français a retransmis les discussions secrètes avec Poutine à la télévision. C'était
ont tout petit peu mis en sourdine, disons, leur rôle intermédiaire de la France avec cette tradition qui existait. Parce que parfois on sous-estime l'importance de messages venus des tripes de la France éternelle. Le message de De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'oral, Mitterrand avec la Confédération européenne, ou de mon ami Chirac avec ces 3 piliers dont je vous ai parlé de l'Europe. De toutes ces choses-là, ça existait, mais aujourd'hui, il y a 2 pays qui mettent, en tout cas hier, je vous parle du tableau d'hier, aujourd'hui je n'ai pas encore d'informations, mais hier c'était surtout les Turcs qui continuent. Il faut dire que les Turcs, ils ont concerté autrefois, au mois de mars, sur 6 points de l'accord possible, 4 points ont été concertés, notamment le statut neutre de l'Ukraine, les garanties internationales, et puis le statut des langues ukrainiennes et langues russes en Ukraine et en Russie, réciproquement les échanges de prisonniers qui se passent déjà, mais qui vont se passer encore plus. Et puis les Turcs ont proposé de mettre en sourdine le problème le plus épineux de statut de souveraineté en Donbass et revenir à ça plus tard en rappelant le fait tout à fait incontestable que, par exemple, l'indépendance des Pays-Bas, l'appartenance des Pays-Baltes à l'Union soviétique n'a jamais été reconnue par les États-Unis. Et les États-Unis, néanmoins, ont travaillé toute cette période, les guerres froides, très étroitement avec les Russes dans le domaine de contrôle des armes et des échanges, et puis des échanges même entre visites. Rien que j'étais présent autrefois avec la visite de Brejnev et Nixon, qui ont été des amis personnels. Si un jour vous voulez faire que je vous fasse une conférence sur les secrets de diplomatie, vous serez étonné jusqu'à quel point ils donnaient des éléments absolument inattendus les uns et les autres. Ils parlaient même de leur maîtresse. Vous imaginez? Eux, ils ont parlé. Moi, j'étais présent. Par exemple, il y a un truc complètement... Des maîtresses réciproques, parce que vous savez, les services secrets, ils connaissent qui est maîtresse, qui a copain, vous savez, les garçons, tout ça, c'est maintenant d'ailleurs un grand problème. Il y a des choses très pointues, mais plutôt glissantes. Mais vous savez, il y avait un épisode pour vous divertir. Quand Nixon, Brejnev, il a eu une histoire avec une hôtesse de l'air qu'il a amenée. Et hôtesse de l'air, Brejnev, qui adorait les femmes avec qui il était, il a pris cette hôtesse de l'air à la réception avec Nixon. C'était l'entrave au protocole complètement dingue. Les gens ont été ahuris. Vous imaginez Gromyko, raide comme il est, son visage, maîtresse de Brejnev à la table. Et Nixon, il s'approche à cette femme, il a dit, surtout, il est tellement précieux pour la paix. Il faut le soigner bien. Vous me demandez, je vous raconte les secrets de la diplomatie, présent, témoignage, pour les choses. Vous comprenez, pour revenir à, disons, à notre structure initiale, maintenant, je tiens à vous évoquer quelque chose qui est très important. Je vous ai dit dans ces 2 livres, il y a surtout dans le dernier, le roman d'une révolution, c'est surtout les clés historiques, mais dans le précédent, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, il y a les clés géopolitiques, les clés historiques, bien entendu, mais surtout les clés psychologiques. Parce que dans cette affaire et dans notre, disons, situation de l'avenir, soyons très clairs. Le personnage de Poutine et l'analyse de ce personnage jouent un rôle absolument essentiel. Parce que, vous comprenez, c'est une question très grave qu'on se pose. Parce que, est-ce qu'on peut faire... Vous avez compris, à titre personnel, je considère que rien que pour nos enfants, sinon pour vos assurances vie, il vaut mieux que ça se calme. Mais pour vous dire, ce n'est pas l'avis de philosophes de Saint-Germain,
ce n'est pas l'avis d'une grande partie des médias qui disent que la solution diplomatique que je prône, c'est une solution très dangereuse. Ce n'est pas mon avis, c'est au contraire. Je suis absolument persuadé que, vous comprenez, non seulement, je vous dis, pour des raisons que j'ai évoquées, mais je pense que la paix, c'est la plus grande morale pour moi. Et même sur le plan pratique, vous savez, j'étais cofondateur d'un des premiers partis démocratiques en Russie. Et je tiens à vous dire, parce qu'on a réussi autrefois notre exercice de la sortie du communisme pour une raison de la tactique très simple. Nous avons toujours considéré que tous ceux qui ne sont pas avec nous sont nos alliés, sont avec nous. Et ce qui se passe aujourd'hui, et je parle souvent aux Américains directement, ils pensent qu'il faut réfuter la société civile russe, qu'il faut interdire aux Russes pour détruire l'immobilier à la Côte d'Azur et à Nice de venir ici, et pas Poutine, mais les Russes simples, parce que vous savez, la position officielle d'une partie des pays de l'Union européenne est telle qu'il faut interdire carrément la visite des simples Russes. Je considère que c'est une erreur et ça fait le jeu de Poutine dans la réalité. Parce que, vous comprenez, je me souviens, aujourd'hui, Poutine, on me demande souvent quelles sont sa cote réelle en Russie. Sa cote réelle, selon l'Institut de sondage d'opposition, l'Evada, ça s'appelle, qui est par exemple, pour cette dame de la CIA, c'est la meilleure source d'analyse de la popularité de Poutine. Il a 75% d'avis favorables, etc. La seule chose qui change depuis quelques jours, c'est chez les jeunes, dans les grandes villes, la proportion est moindre, mais en gros, c'est ça. Et son soutien réel, c'est surtout la Russie profonde. Ça, c'est une réalité. Mais il y a une chose qui me réconforte, qu'il y a dans la population russe maintenant une tendance à exister, même avant, mais maintenant c'est accentué, que les Russes sont viscéralement contre la guerre. Parce qu'il y avait 27 millions de morts dans la lutte contre les nazis, parce qu'une grande partie, 30% des Russes, c'est le mélange entre les Ukrainiens et les Russes. Moi, je suis 50-50, mais les Russes, et il y a une tendance dans l'opinion en faveur de la solution négociée. Et c'est une tendance sur laquelle elle peut jouer. Mais je me suis dit, pourquoi la tendance ne renforce pas? Et j'étais étonné quand j'ai eu les analyses pointues, surtout de ces sondeurs, sur l'influence. La première influence, je vais vous dire, pour vous, c'est une affaire anecdotique. Il y a un obscur professeur en Italie, je salue les belles Italiens ici présents, mais quand même en Italie, au début de la guerre, il a dit qu'il faut interdire Dostoïevski en Occident. Il faut brûler ses livres. Vous savez, ça a joué un certain rôle, mais ici, ce n'était pas répercuté. C'était répercuté moins que les livres brûlés de prix Goncourt de mon ami Makin, qui est membre de l'Académie Goncourt. Parce que ça, vous savez, les tentatives d'exclure Makin de l'Académie Goncourt, ça s'est révélé nul, inexistant. Les académiciens ont refuté ça. Ils ont dit, et surtout, ils ont arrêté. Ça, franchement, j'ai alerté les autorités. Parce que c'est un grand écrivain et je l'ai édité, j'ai dit qu'il faut arrêter ça. Makin n'a rien à voir avec Poutine, c'est un très grand écrivain, calmez-vous, et brûler ses livres, c'est une honte. Et ça s'est arrêté. Il y avait une tentative de rebaptiser le collège Solzhenitsyn, grand combattant de la liberté, auteur de Goulag, de Archipel Goulag. J'ai dit, attendez, Solzhenitsyn et Poutine, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir, etc. Il y avait des tentatives aussi
mais ça existe encore en Ukraine, mais ça, en Ukraine, c'est une autre situation. Ils ont interdit Tolstoï dans leurs écoles, mais c'est une autre situation. C'est une situation, la France, c'est une situation, une autre. Mais pour revenir à ça, ce truc qu'en soi, qu'est-ce que c'est interdire Tolstoï en Italie? Mais sur le plan de la propagande, ça a joué un rôle très très important en faveur de Poutine. Ils disent que, ou bien cette déclaration, j'étais présent, je connais assez bien l'ancien président polonais, Wałęsa, figure, j'ai aidé avec Gorbatchev, j'ai aidé Solidarność, et j'étais en contact avec eux. Qu'est-ce qui lui a piqué? Le truc, il a dit, je voudrais scinder la Russie en 5 et diminuer la population de 100 millions. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait, Poutine? Il a repris cette séquence et il a balancé ça pendant une semaine dans les meilleures heures dans le journal télévisé sans commentaire. Et ça a augmenté 5% sa popularité. Vous comprenez? C'est-à-dire il faut comprendre que... Et vous savez, dans mon fort intérieur, comme j'étais gestionnaire des crises, moi je suis absolument persuadé que le meilleur cadeau mortel pour Poutine, c'est de conclure la paix. Parce que la confrontation, il dit, depuis, on est entré maintenant dans la troisième phase de la guerre, depuis une semaine quand il a fait cette déclaration à propos de la mobilisation générale, il dit que ce n'est pas la guerre contre l'Ukraine. Ce n'est pas la guerre fratricide entre l'opération fratricide entre les Ukrainiens et les Russes, les frères, c'est la guerre entre l'Occident et la Russie, entre l'OTAN et la Russie. Il a joué assez habilement un vieil réflexe russe de château assiégé. Vous comprenez, il a transféré les choses, c'est un transfert psychologique assez important. Et sur quoi il joue? Il joue sur la confrontation. Tandis que la perspective de la... Je suis persuadé, et c'est comme ça qu'on a fait, vous pouvez me faire confiance avec notre expérience de la sortie du communisme. Maintenant, Poutine, comme guide dans notre... Vous savez, avec Poutine, je peux faire 4 heures, cher Catherine. Combien on a dépensé de temps, vous me dites? Quelle heure est-il? Combien de temps il me reste après vous? 3 quarts d'heure. Poutine. Vous savez, en réalité, il y en a 6 Poutines comme guide pour comprendre pourquoi on est arrivé là. Et quelle est la mentalité? Comment est-ce qu'on peut encore trouver la voie de sortie? Parce que vous savez, dans mes livres, quand je raconte mes histoires, je ne vous cache pas, j'ai fait, notamment dans le dernier livre, il faut le lire en comparant toujours la situation d'aujourd'hui. Moi, je suis persuadé qu'il faut revenir à la Première Guerre mondiale, à ce désir de vivre dans le monde d'illusion, approximation de l'analyse, le décrochage de l'élite, vous comprenez, du peuple réel. Vous savez, quand ils me disent, le lendemain, il a dit, Vladimir, il n'y a pas de grave, nous allons vivre à 14 degrés, mais la liberté n'a pas de prix. Je sors après cette conversation, un grand dignitaire quand même, et je répercute ça en paysan normand, vous comprenez, qui debout. Il a dit quoi, 14 degrés? De quoi il parle? Vous comprenez, tout ça, c'est... Il faut... Il y a... Je vous dis que je fais spécifiquement les parallèles quand j'écris. Les clés historiques, c'est ça. Les clés géopolitiques, nous avons évoqué, maintenant les clés psychologiques. La première clé psychologique pour Poutine, c'est quand même son enfance, vous voulez ou non. Vous savez, Poutine, c'est quelqu'un qui agit psychologiquement. Parfois, elle était piégée par cette psychologie, notamment par les CIA au début de la guerre. Il agit comme quelqu'un qui était formé par le milieu très, très dur.
Vous savez, il appartient à une famille vraiment défavorisée. Comme indication, peut-être c'est le parrain, le film, vous savez, quelque chose comme ça. Mais parrain, c'est déjà l'Amérique. Il faut comprendre que le monde de Leningrad, après la guerre, c'est un monde encore plus dur. Et quand je menais pour ce livre une enquête, j'ai voulu remonter à l'enfance de Poutine et j'ai rencontré là-bas les gens qui l'ont formé. Et ceux qui l'ont formé, c'est la mafia, c'est le pègre de Saint-Pétersbourg. Et un grand parrain de mafia, il m'a dit, vous savez, nous avons les règles très strictes qu'il a assimilées. Il agit comme ça. C'est plus fort que lui. Quelles sont ces règles? C'est les règles qui sont plus que l'écrit, mais c'est les règles absolument strictes à respecter. Et il était formé, puisqu'il était l'enfant abandonné à la rue jusqu'à l'âge de 13 ans. 13 ans. 13 ans. Madame, elle en a marre de mon litanie. Je vous ai prévenu qu'on a trop. Et 13 ans, aller jusqu'au bout. Ne reculez jamais. Vous comprenez? C'est les règles non dites. Si vous prenez cet exemple de la crise actuelle, si la bataille est inévitable, attaquez le premier. Vous comprenez? C'est les règles qu'il a assimilées. Vous voulez le comprendre? Moi, j'étais quand il m'a raconté. C'est un vieux monsieur, vous savez, qui a passé, je ne sais pas, 25 ans en prison. Maintenant, ils ne sont jamais en retraite, mais j'ai remonté, j'étais bluffé. Ils m'ont reçu dans un grand restaurant, etc. Il y avait tous les trucs. Et il m'a expliqué les règles. Et quand il m'a dit, ne reculez, attaquez le premier, vous comprenez? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on vit? On vit la crise ukrainienne ou quoi? Vous comprenez? Les choses comme ça. Deuxième aspect qu'il faut comprendre, c'est quand même l'aspect d'une sorte de sauvetage miraculeux de Poutine. Vous imaginez, c'est un enfant de la rue, il y avait, aujourd'hui à Paris on va éteindre tout, mais à l'époque il n'y avait pas d'électricité là-bas. Je me demande s'il y a un retour d'âge maintenant avec Paris. C'est bizarre ça. L'époque est bizarre, on a parlé de ça. Ça me rappelle parfois cette époque. Et Poutine, complètement ensanglanté, un garçon de 13 ans, il se bat contre 4 personnes. Et il y a à côté un entraîneur chevronné, un entraîneur, pour entrer dans le détail, je l'ai vu aussi, de l'équipe olympique qui passe à côté. Il regarde. Il m'a dit, j'étais bluffé par la hargne, par cet esprit, vous savez, très résolu de se battre jusqu'au bout, de ne pas céder, pourvu que je meure. Quand il dit la Russie, le monde sans la Russie ne m'intéresse pas, il y avait même dans ça, il le dit, vous savez, je conseille parfois de prendre ces phrases publiques, parce que à la fois, quand il parle sur le plan antérieur à la télévision, il mente beaucoup, les dirigeants politiques, mais quand il parle sur le plan international, pour l'éternité, il ment moins. Il ment moins. Et tout ça, c'était quand il dit la Russie, le monde sans la Russie ne m'intéresse pas, il y a quelque chose de sa mentalité de l'époque. Et l'entraîneur, il a dit, je prends ce garçon, évidemment, comme il était un grand judoka, il a chassé tous les autres, il l'a pris, il l'a amené directement dans la salle du sport. Il l'a formé à tel point qu'il était champion, membre de l'équipe olympique de la jeunesse là-bas en Russie, il est ceinture noire et judo.
Judo, c'est plus que les jeux des échecs, parce que vous savez, on dit souvent que les Russes, ils jouent en géopolitique. Le jeu d'échecs, c'était plus, comment vous dire, c'est plus le personnage dans le genre, le personnage le plus populaire de la Russie d'aujourd'hui, c'était le personnage de Staline. Parce que Staline, c'était un joueur d'échecs. Quand il jouait aux échecs avec Roosevelt ou Yalta, vous savez, etc. Poutine, c'est plus judoka. Il sait, l'art de judo, c'est utiliser la force de l'adversaire pour remporter la victoire. Vous comprenez? Et ça, c'est tout Poutine. Par exemple, quand j'ai analysé son approche, j'étais assez étonné. Au début, et même j'analyse, parce que dans cet aspect, je vais vous raconter la guerre de l'espionnage, mais il y a dans la prochaine fois, si Dieu le veut, mais vous savez, ça frôle ça. Dans cette guerre d'espionnage, il y a deux aspects, manipulation et désinformation. Et évidemment, il y a cette guerre des informations, il y a tellement... C'est pour ça que je vous donne les indications pour analyser les choses. Et je vous donne les noms des personnages qui ne mentent pas. Par exemple, cette dame-là, mais j'aurais pu vous donner deux autres, etc. Parce qu'il y a les gens très pointus qui n'osent pas. Ils restent dans les clous, mais ils donnent des éléments de ça. Et j'étais étonné au début que les Russes, qui sont assez performants sur le plan intérieur, ils verrouillent complètement la propagande intérieure, ils ont absolument abandonné les choses à l'extérieur. Ils ne participent pas, sauf peut-être en Afrique, mais autrement par les réseaux, parce qu'ils utilisent côté anticolonisation, et c'est par les réseaux sociaux, etc. J'étais étonné, après j'ai mené l'enquête comme j'aime faire, et j'étais étonné que Poutine, il a dit il faut laisser faire. Au contraire, il faut qu'il parle plus. Il faut qu'il amène les agents doubles, les gens qu'il paye, qu'ils racontent leurs histoires qui ne correspondent à rien. La population, il va comprendre, les Occidentaux, ils vont comprendre. Et l'histoire de l'Italie, ça m'alerte. Parce que vous comprenez, il a abandonné ça. On lui a dit, mais attendez, Poutine, Zelensky, il va recevoir le prix Nobel de la paix, c'est mauvais pour la propagande, etc. Non, il faut qu'il reçoive le prix Nobel de la paix, si c'est possible, Oscar aussi. Dans ce cas-là, ça irait très bien pour nous, etc. Vous comprenez, ça c'est les choses, vous voyez, et ça remonte, cette attitude. Vous comprenez jusqu'à quel point? On dit tordu, tout ce qu'on veut, mais on a l'affaire à un personnage, c'est tout sauf le fou, il a sa logique, il a sa formation, il a ses hantises, et ça, si on ne prend pas en compte ça, et puis finalement, nous avons le choix, ne sont pas, je vous dis, 4 choix, des 3 choix premiers, les 2 fois la guerre mondiale, l'enlisement qui nous ramène dans des situations imprévisibles, à mon sens, toujours au même résultat. Sinon, la solution que propose maintenant la diplomatie. Hier, ils ont été très actifs, les Saoudiens et les Turcs, puisque le Turc, hier, il a proposé encore une fois, il a dit que Poutine est plutôt favorable, rencontrer le plus rapidement possible le cessez-le-feu, sauver vos assurances vie, sauver la vie des enfants, et après, essayer des choses. Les Turcs, il y a, ça, il l'a dit hier, encore une fois, publiquement, Erdogan. Et ça m'attriste quand même, parce que vous comprenez, qui a proposé depuis 4 jours le cessez-le-feu? Les Saoudiens, les Turcs, les Chinois et les Hindous. Ah, et les Mexicains. Juste pour notre réflexion sur le monde, nouveau monde qui est devant nous. Vous comprenez, il faut réfléchir sur ça. Ça, c'est quand même... Vous savez, il ne faut pas sous-estimer le rôle de ces gens-là, parce que vous comprenez, le monde, c'est bien sûr 16e partie de la population qui est cohérente autour de l'OTAN sous l'égide des États-Unis, mais quand même, il y a une autre partie
de la planète qui est bien là. Je parle de la population, maintenant, quand même, c'est une partie plus large sur le plan, plus importante sur le plan aussi de l'économie. Tout ça, c'est à prendre en compte. Troisième Poutine, banal, mais ça, je vous livre vraiment une discussion. Je ne vous cache pas je suis persuadé, mes longues enquêtes, j'ai fait quand même sur lui, au total, 5 livres. C'est quand même, je suis poutinologue patenté, le plus vendu dans le monde. Même j'ai un livre du début, Karine, elle le connaît bien, ça s'appelait De Rasputin à Poutine, qui m'a valu la haine personnelle de Poutine, qui a à tel point que mon ami Chirac a dû le calmer, parce qu'autrement, j'en serais peut-être là. Voilà. Mais bref, les choses comme ça, et c'est une discussion dans mon fort intérieur. Est-ce que troisième Poutine, l'homme de renseignement, qui agit au sommet de l'État comme l'homme de renseignement, est-ce que c'est une chance pour nous ou bien c'est une aberration, etc. Parce que je vous ai raconté peut-être, je ne sais pas si je t'ai raconté, Karine, les choses. Chirac m'a raconté, il était en tête-à-tête avec Poutine, et Poutine commence à copier ses gestes. Chirac m'a dit, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi? Et je lui ai expliqué qu'il y a 2 services du monde, la CIA et les Russes, qui pensent que pour mettre à l'aise l'interlocuteur, il faut être son miroir. Il faut copier, il faut le mettre à l'aise. Moi, j'ai toujours considéré que c'est bidon. D'une manière générale, vous savez, ces protocoles de services secrets, ils peuvent être vraiment n'importe quoi. Mais ça, simplement pour vous dire que Poutine a utilisé en tête-à-tête, quand même, dans les conversations avec Chirac, cette méthode qui était une méthode quand même qui remonte à service secret. Je vais répercuter la discussion avec Kissinger, pour vous dire la vérité. Kissinger, moi j'étais choqué par une déclaration d'un de mes amis, toujours à cette chaîne LCI, puisque Kissinger, il a fait 2 ou 3 déclarations en alertant les dirigeants du monde depuis quelques semaines qu'il faut faire très attention avec cette politique stupide de pousser les Russes dans les bras des Chinois. Parce que toute sa vie, Kissinger, il a travaillé pour essayer de découpler, comme on dit, les Russes et les Chinois. Il a réussi d'une manière merveilleuse et maintenant, ça se passe tout le contraire. Et il a alerté plusieurs fois avec beaucoup de vigueur intellectuelle. Et j'ai vu Kissinger, vous savez, il a 100 ans et toute sa tête. C'est absolument étonnant, le personnage. Il y a quelqu'un que j'aime bien d'ailleurs, quelqu'un que je ne vais pas le nommer, qui soit disant l'expert militaire. Il a dit, mais Kissinger, il est gâteux. Tout d'abord, il n'est pas gâteux. Deuxième chose, je lui ai dit, fais attention, puisque tu fais du racisme anti-âge, et ça, c'est pas bon. Ça peut te coûter cher, parce que si je n'étais pas un copain, je l'aurais pu tuer tout de suite, médiatiquement, vous comprenez? Il suffit que je dise c'est du racisme anti-âge, et il est foutu. Vous savez, par le temps qui court, la dictature de politiquement correct, il ne peut pas se relever. Mais simplement, vous comprenez, on ne peut pas se baisser de dire les arguments. Il y a les arguments de Kissinger. Il dit, vous faites une erreur. Poussez la Russie dans les bras des Chinois, dans les bras des Russes, c'est une erreur. Il faut faire au contraire, etc. Il a une expérience, etc. Et d'un coup, il a dit... Et pendant cette conversation, Kissinger, il a dit, Vladimir, vous savez, je tiens à vous dire que vous dites, vous êtes assez sceptique parce que Poutine, KGB, tout ça, mais ça peut nous sauver, ça. Parce que l'homme formé au service secret, c'est quelqu'un qui est obligé de prendre la réalité et pas les fantasmes. Il peut tirer des leçons.
Et c'est lui qui m'a dit que regardez comment elle agit par rapport à la première phase de la guerre. Il a fait ses erreurs, il n'a pas insisté, et après il a tiré des leçons et concentré sur le Donbass. Il a dit la même chose à propos de cette offensive plutôt médiatique, vous savez, dans la région de Kharkiv. Il a dit, vous savez, Poutine, au lieu d'être piégé par les Ukrainiens, parce que le dessein des Ukrainiens, guidé par les Américains, c'était d'encercler les Russes qui se trouvaient dans la région de Donbass. Il a préféré de subir, disons, un revers médiatique, de reculer de 150 kilomètres. Tout le monde a dit que c'est une grande victoire. Mais en réalité, c'est quoi? Les Russes n'ont pas été encerclés et maintenant ils continuent leur progression au Donbass. Et ça, c'est l'argument de Kissinger en disant voilà, que c'est le fait qu'il était dans les services secrets. Il ne faut pas exagérer aussi que Poutine, vous savez, il était dans les services secrets dans les années 80, il était subalterne dans les services secrets. Parce que vous savez, il était peut-être moins subalterne que les agents doubles qui nous racontent leurs histoires à la télévision, mais quand même, lieutenant-colonel, c'est pas si important que ça. Et ça, il était là-bas. C'est une discussion, mais ce qui est sûr que je pense que cette mentalité héritée du KGB, c'est resté une dimension essentielle de la personnalité de Poutine. Quatrième, Poutine, c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, j'étais cofondateur de ce premier parti démocratique en Russie, avec le maire de Leningrad au début, après de Saint-Pétersbourg, démocratique, un personnage très agréable, les gens qui travaillaient en Russie le connaissent, Sobchak. Et Sobchak, il a inventé Poutine en quelque sorte. Il m'a raconté, les biographes officiels, même ici, ils disent que ce maire de Saint-Pétersbourg, il a pris son meilleur élève à la faculté de droit où Poutine l'était. D'ailleurs, vous savez, il faut qu'on cesse de mentir à propos de l'éducation de Poutine. Poutine, il a terminé la faculté de droit de Saint-Pétersbourg, de Leningrad à l'époque, avec un diplôme rouge, ce qu'il appelait un des meilleurs, premier. Et je dois vous dire que je connaissais très bien l'université de Saint-Pétersbourg. C'était à l'époque une éducation absolument performante, très performante, philosophique, etc. etc. C'est-à-dire, il faut comprendre. Mais bref, il n'était pas du tout l'élève préféré de son maire. Le maire, l'époque était bizarre, c'était la corruption complètement omniprésente. Et les gens venaient dans le bureau de maire avec $1 million en liquide. Et le maire, qui n'était pas tellement corrompu, utilisons le terme, en tout cas, ça n'a rien à voir avec les autres maires. Et je parle de la Russie, évidemment. Et les choses, il a pris comme une sorte de videur de son antichambre, il m'a dit. Parce qu'il a pris un officier du KGB dans le placard, parce qu'après la disparition de l'Allemagne, il était basé à Dresde, en Allemagne, comme espion, et après, il était pratiquement dans le placard de l'université, dans sa ville natale, sous la couverture d'un assistant de recteur de l'université. Et ce Sobchak, ce maire de Saint-Pétersbourg, il l'a pris au début comme son videur de son antichambre. Et ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Poutine, on dit que c'est Zelensky qui est un artiste, mais Poutine, c'est un grand artiste aussi. Soyons très clairs. Il s'est déguisé tout de suite en une sorte de faiblard par excellence. Le plus faible, le plus terne, le plus béni oui-oui. Comme mon ami, il n'a pas peur de ce béni oui-oui, le plus faible, le plus terne, etc., il l'a fait monter en grade. Les jeunes ici présents m'ont demandé comment il faire la carrière politique.
Je leur dis, déguisez en plus faible, et après vous montrez. Montrez, béni, oui, oui. Béni, oui, oui. Il est devenu gestionnaire principal de la ville de Leningrad. Le seul bémol que mon ami Sobchak, il était présidentiable avant l'heure, et comme tous les présidentiables avant l'heure, il était tué tout d'abord politiquement et après physiquement, tout ça s'est révélé. 96, Poutine, il n'a pas de l'avenir. Il pensait, vous savez ce qu'il pensait, je l'ai vu à la fin des ans, il voulait être taxi. Oui, une petite entreprise de taxi, oui, oui, c'est comme ça. Et après, par hasard, il était récupéré et on l'a placé dans le vous savez, Karine, je crains que je parle trop, parce que les gens commencent à fuyer. Je vais accélérer les choses, mais vous me dites si je continue. J'espère que cette belle dame a le rendez-vous d'amour. Dans ce cas-là, elle est belle. Mais je n'y vois pas d'inconvénient, vous partez quand vous en avez marre, il n'y a aucun souci. Vous savez, c'est ce que Poutine il a fait. Après, il est entré dans l'administration. Je vais terminer assez vite, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il est entré dans l'administration d'Eltsine très vite. Je tiens à vous dire que toute cette crise que nous avons aujourd'hui est liée avec les années 90. Et je disais dans le livre, je continue à être persuadé qu'à l'époque, il y avait une chance historique d'associer la Russie avec l'Occident. Il y avait des gens comme Mitterrand, comme Baker, comme ça, comme beaucoup. Baker, c'est secrétaire d'État américain de l'administration de Bush. Il y avait des gens qui ont été persuadés que c'est une chance historique. Parce que vous savez, je vais vous dire, je n'ai pas le temps de vous développer, mais pour en faire confiance. Vous savez, la chute du communisme, c'était un cadeau de Dieu. Cadeau de Dieu, parce que Gorbatchev a cessé de pratiquer la terreur politique. Et ça a permis la sortie du communisme assez astucieux, qui a été mené par quelques-uns de son entourage. Raïssa a joué un rôle, le hasard a joué un rôle essentiel. Pour vous divertir, je vais vous raconter la vraie histoire de la chute du communisme pour que vous compreniez que le hasard, pourquoi le hasard a eu ce rôle fatidique. Après, je dis quelques mots d'Eltsine, et après, je dis pourquoi Poutine est devenu anti-occidental, etc. Voilà. Comme ça vous va? Allez, ça, je vais vous faire un petit divertissement. J'ai dit que Gorbatchev, la pression américaine, la chute consciente par les Américains du cours de pétrole grâce aux accords avec les Saoudiens, mais surtout le hasard. Vous imaginez, à l'époque, j'étais porte-parole, elle ne dit pas la vérité, j'étais porte-parole des antiputschistes. Le août 91, vous vous souvenez, le char d'Eltsine, les chars 19 août entrent à Moscou. C'est quand même, c'était beau notre jeunesse, mes amis. Vous vous souvenez, c'était quelle belle période. Entre à Moscou et à l'autre bout du Kremlin de Moscou, il y avait un hôpital du Kremlin où ils soignaient les dignitaires. Il y avait une dame d'une cinquantaine d'années, très belle, qui se réveille et allume sa télévision. Il voit les chars dans les rues de Moscou.
À côté d'elle, il y a un téléphone de couleur ivoire avec les sigles l'Union soviétique. Elle appelle son chauffeur et son chauffeur entre dans l'hôpital du Kremlin avec la voiture ZIL qui vous rappelle Lincoln des années 50, blindée. Elle prend sa béquille, la béquille va jouer dans cette histoire le rôle fatidique. Elle prend sa béquille, elle entre dans la voiture, elle part en flèche voir son mari qui s'appelait Yazov, qui était ministre de la Défense, un des piliers des putschistes. Et après, il arrive au ministère de la Défense. Et après, heureusement qu'il y avait aide de camp qui m'a raconté cette histoire. Elle entre dans son bureau énorme comme cette salle avec les armes atomiques, les choses, les maquettes des armes atomiques, évidemment. Et ce ministre, il est assis un peu affaissi sur son énorme bureau. Et à l'autre bout du bureau, c'était la béquille de Dieu. Elle dit « Vieux connard ». Je le cite, il m'a raconté, « Vieux connard ». Si tu tires sur la foule, c'est terminé entre nous. Et le mec, il a dit, non, ma petite Tatiana, ne t'inquiète pas, les chars sont dans la rue, mais ils sont sans munitions. Et c'est ça la béquille de Dieu, le hasard. Vous imaginez le couple uni, le fait qu'il ne voulait pas tuer. Nous avons eu les tops, justement, cet aide de camp là-bas des antiputschistes. Il nous a raconté ça quelques heures plus tard. Et finalement, la chute du communisme. Et la chute du communisme, il y avait à ce moment-là, c'était un cadeau. Je me souviens de mes conversations avec Mitterrand, avec Chirac, ils ont considéré ça comme ça. C'est un cadeau qu'il faut saisir pour associer la Russie à l'époque à l'Occident. Au lieu de ça, il y avait des phares intelligence. Le symbole de ça, c'est quand même Clinton, qui ont dit que les Russes sont nuls, que Yeltsin, c'est leur marionnette. Vous connaissez cette image terrible que les Russes détestent le plus dans l'histoire, quand il y a Clinton et Yeltsin complètement givrés, hilar. Honte. On honte pour les Russes. Et vous savez, au lieu de faire ça, on a commencé à fantasmer. La Russie n'a pas d'avenir. Sonder la Russie, comme dit mon ami Valençan 5, les choses comme ça. C'était la chance qui était gaspillée. Ils n'ont pas respecté les accords. Moi, j'étais malheureusement présent pour moi 2 fois quand le secrétaire d'État américain qui s'appelait de l'époque, qui a dit en ma présence, Baker, il a dit en ma présence, mon ami Shevardnadze, que le temps ne va pas bouger du côté de la frontière. Toutes ces choses-là, c'était les choses explicites. Tout ça, ce n'était pas respecté, et à tel point qu'il y avait là-dedans, je ne tiens pas à dire que l'Occident est responsable, ou seul responsable. Évidemment, les Russes sont beaucoup plus responsables, parce qu'au lieu de transformer leur pays, ils ont commencé à voler comme des dingues. Vous savez, ils ont transféré toutes les années en Occident 120 milliards de dollars par an. Partout, sauf la Côte d'Azur, j'imagine bien. Et ça, c'était quand la population vivait à 50% au-dessous du seuil de pauvreté. Quand il y avait 2% de la population qui partageait le gâteau et etc. C'est un truc qui était pour les Russes à tel point que l'opinion publique russe, qui était à 80% pro-occidentale à l'époque, elle est devenue aujourd'hui à 10% à peine pro-occidentale. Pourquoi? Parce que les Russes, ils ont dit cette situation aberrante, l'Occident n'est pas étranger. C'était quand Poutine le met en scène pour la propagande, le complot occidental, il souligne ces années de 90. Et je dois vous dire qu'après, il y avait la diplomatie de BHL en Libye, la Yougoslavie, il y a 1 million de morts, puisqu'on
moi je suis déchiré par les morts ukrainiens, mais attendez, mais quand même 1 million de morts en Irak, qui peut oublier la tube de lave-vaisselle comme preuve des armes de destruction massive au Conseil de sécurité américain. Tout ça, c'est les choses qu'on peut... Et ça, c'était la perception de l'opinion publique russe était telle qu'on a voulu pas tuer le communisme, on voulait tuer la Russie. Et ça, c'est à partir de public. Il y avait un facteur qui a poussé Poutine vers son arrogance, c'est un facteur quand même majeur, c'est le facteur du fait que le gaz et le pétrole est devenu 10 fois plus cher. Vous savez, quand on me demande, mais comment il a réussi les Russes vivre 10 fois plus cher sous Yeltsin que sous Poutine, je dis, il y a 2 clés, vraiment à utiliser, c'est le gaz et le pétrole, parce qu'il est devenu 2 fois plus cher. Mais bref, tout ça, c'est les facteurs qui sont... Et à partir de... Vous savez, je vais vous dire, malheureusement, j'ai prédit, si vous cliquez, si vous avez le temps, cliquez sur Fedorovski Rupture. J'ai publié à l'époque 8 pages dans le Figaro Magazine, il y a une année, où j'ai prédit cette évolution. J'ai dit c'est inévitable, cette évolution de tous les dangers qui nous rattrapent. Merci.